Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je suis Quentin Gauthier, donc je suis le directeur du département territoire à la direction Occitanie du CEREMA. Et j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui avec Monsieur Mélinger, le maire de Figeac, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers collègues et bonjour aux agents du CEREMA. Figeac, petite ville, 10 000 habitants, département du Lot, Occitanie. Voilà, avec un peu loin de tout et près de rien, puisqu'on est à 70 km de Cahors, 70 km de Rodez, 70 km d'Aurillac. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu le paysage. Et donc on va vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on a conduit ensemble, d'un projet conduit par la ville de Figeac avec l'accompagnement du CEREMA, qui consistait au réaménagement de la cour d'école Jacques Chapou à Figeac. Alors cette école Jacques Chapou, voilà à quoi elle ressemblait il y a un peu plus de 2 ans, et je vais laisser Monsieur le maire vous en parler. Voilà, comme vous voyez, les pauvres arbres qui restent, ils ont été taillés, retaillés. Alors, pour une raison très simple, c'est que c'est des arbres qui, au printemps, ont un pollen allergisant. Donc, on nous a demandé de réduire au maximum. Puis, l'été, il y a même de la résine qui suinte dessus. Donc, les enfants qui sont dessous, ils ont leurs vêtements qui sont tachés. Donc, c'est pas top. Voilà, donc l'idée c'était de se dire on va quand même les sacrifier, mais il faut qu'on arrive à sortir tout ce goudron, parce que c'était aussi un îlot de chaleur. Ça ne se voit pas, parce que là, cette photo elle a été prise un jour où il ne faisait pas beau, mais vous pouvez imaginer juin ou septembre avec plein soleil, là, les enfants ne peuvent pas rester dehors. Et donc le CEREMA, nous, on est un organisme public national d'ingénierie territoriale, et on intervient en appui des collectivités sur beaucoup de sujets opérationnels en lien avec la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, et notamment les projets autour du réaménagement des villes et du réaménagement des écoles. Et on avait échangé avec la ville de Figeac, qui est adhérente au CEREMA, sur ce projet de réaménagement. Et Figeac nous avait donc exposé la problématique et s'interroger sur la manière de conduire ce projet de réaménagement de cours d'école avec, dès le départ, la volonté de concevoir un projet qui soit réellement partagé avec l'ensemble des acteurs de cette cour d'école. Alors, au CEREMA, ce sont des projets sur lesquels on travaille depuis quelques années. Vous connaissez très certainement le concept des cours d'école Oasis. Ces cours d'école Oasis, l'idée c'est de réaménager les cours d'école en faisant de véritables espaces de vie selon 4 principes, 4 piliers. D'abord, un enjeu de végétalisation, de désimperméabilisation pour laisser plus de place à la nature, aux végétaux. Ensuite, un enjeu de sobriété. Alors, à la fois sobriété dans l'usage des matériaux, pourquoi pas recycler autant que possible une partie des matériaux utilisés ou réutiliser une partie des matériaux en place. Sobriété également dans les principes d'aménagement de la cour, recourir à du mobilier naturel, du bois, etc. Et puis un troisième pilier qui est extrêmement important, c'est l'enjeu de diversification des espaces. Une cour d'école résiliente, ce qu'on appelle une cour d'école résiliente, ce n'est pas une cour d'école simplement végétalisée, c'est une cour d'école dans laquelle on peut faire différents usages propres à une cour d'école. On va voir après qu'est-ce qu'on entend par là, mais donc dans lequel notamment l'espace est bien partagé entre les garçons et les filles, entre l'ensemble des enfants dans les différentes activités qu'ils souhaitent conduire. Et enfin, c'est un projet, le 4e pilier intégrateur, c'est un projet qui est conduit avec une idée de coopération, de concertation large. Et ça, c'est un principe qui était extrêmement fort et souhaité par la ville de Figeac. Donc, est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous en dire plus sur comment vous avez souhaité au départ associer les acteurs de la ville à ce projet? Oui, alors comme je vous l'ai dit, la cour, elle n'avait pas la faveur ni des parents, ni des enfants, ni des enseignants. Donc c'était l'idée de leur faire admettre, si je puis dire, au départ, et après vous allez voir, c'était plus qu'obligé, c'était vraiment une co-construction, qu'il fallait changer. Et donc la résistance au changement, elle est toujours notée avec dire est-ce que ça va être mieux. Et puis donc l'idée qui nous a de suite séduite, c'est que CEREMA a dit mais nous on sait faire. On va faire des groupes
avec les enfants. On va réfléchir directement comme un projet d'école. On va venir pendant les heures de classe et on va réfléchir à les enfants. Et puis qu'à l'inverse, on a eu la directrice, les enseignants qui ont dit écoutez, on va faire des ateliers, on va même se déplacer dans une salle municipale en dehors de l'école pour rencontrer les élus, rencontrer les services techniques de la ville. Voilà. Alors, je ne vais pas être trop long, mais pour dire, vous voyez, il y a tout un tas d'acteurs autour, puisque on a une association qui intervient dans les temps périscolaires dans cette école. Donc, on a voulu aussi l'associer. On a un conseil municipal d'enfants. On a bien évidemment d'autres associations environnementales. On le voyait sur la première photo, c'est entouré sur 3 côtés par le lycée, puisque c'est un îlot au milieu du lycée. C'est en même temps zone inondable, donc il a fallu associer aussi des services de l'État là-dessus. Il a fallu associer le syndicat de rivière. Enfin voilà, je fais un peu court, mais pour dire qu'effectivement, il y avait une vraie volonté de faire un travail commun. Et puis, le premier jour, ils ont débarqué à 4, ce qui nous a surpris. On avait l'habitude de travailler à des bureaux d'études où on nous envoie un paysagiste et puis un assistant à maître d'ouvrage qui fait du TP générique. Et là, voilà, c'était d'abord un travail d'écoute. Voilà. Je pense que c'est très important de venir saisir l'ambiance déjà au départ. Oui, c'est finalement la posture du CEREMA en tant qu'organisme public d'ingénierie sur ce genre de projet. Qu'est-ce que c'est? Nous, on ne fait pas de la maîtrise d'œuvre. On n'est pas là pour expliquer comment on va décrouter le bitume, etc. Alors, quoi qu'il y a des collègues au CEREMA qui connaissent très bien ça, mais là, en l'occurrence, on n'était pas là pour faire des travaux. On était là d'abord pour aider à concevoir un projet. Et en fait, on est vraiment intervenu d'une part avec des compétences en ingénierie de la participation du public, ingénierie de la participation. Quand je dis du public, y compris des enfants, parce que finalement, vous allez voir qu'il y a des choses assez logiques, mais il y a quand même un certain nombre de pratiques à mettre en place qui nécessitent un peu d'expérience. Et on a intervenu aussi avec notre culture d'ingénieurs qui connaissent les enjeux de gestion des eaux pluviales, les enjeux d'îlots de chaleur urbains, les enjeux de végétal en ville, etc. Donc avec un regard technique pour fonder un diagnostic et être dans ce dispositif de médiation avec les usagers de la cour. Donc pour nous, intervenir auprès de FIJAC, c'était un peu du pain béni parce que dès le départ, il y avait cette volonté d'association large. Elle n'est pas tout le temps là quand on parle d'un projet de cours d'école. Et donc ça a donné l'occasion de travailler avec les enfants, avec le CLAE, le centre de loisirs qui intervient hors des horaires scolaires, avec les agents techniques municipaux qui, par exemple, accompagnent les enfants à la cantine le midi, qui sont également présents pour le nettoyage de la classe, l'entretien des espaces, etc. Avec les services techniques de la ville qui allaient s'occuper de l'entretien des espaces verts et qui avaient eux-mêmes, parce que c'était antérieur à FIJAC, il y a déjà depuis plusieurs années une attention portée aux politiques de végétalisation. Donc les services techniques, ils avaient vraiment une expertise autour de ça qu'ils pouvaient mettre au profit du projet. Avec, vous l'avez dit, le syndicat mixte qui était là. Bon, la gestion des inondations, dans la rénovation d'une cour d'école, ça ne va pas de soi. Mais oui, mais là, on est en zone inondable. Donc autant que le projet de désimperméabilisation, il serve aussi enfin, en tout cas, il ne soit pas incompatible avec la gestion du risque inondation, avec les parents d'élèves, etc. Donc en fait, ça fait toute cette communauté éducative au sens large qu'on a la possibilité d'aller interroger. Et donc le CEREMA, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'aborder les choses de manière systémique. Donc pas juste traiter les aménagements d'une cour, mais traiter le fonctionnement de la cour d'école et l'ensemble des personnes qui vont intervenir dedans. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, comment ça s'est passé ce travail-là? Donc ça a débuté par une phase de diagnostic, on l'imagine, un diagnostic technique de la cour, son taux d'imperméabilisation qui était vraiment important, mais aussi le diagnostic des usages. Donc en fait, on a observé le fonctionnement de la cour sur les horaires de récréation et on a demandé aux élèves de nous expliquer comment ils utilisaient la cour. C'est-à-dire que ce sont les classes qui nous ont guidés. Ils ont dit, là on joue à ça, ici c'est l'endroit où on se pose quand on fait tel jeu, quand on est fatigué, on va plutôt à tel endroit. Là, il y a beaucoup de bruit. Les enfants qui jouent au football, ça nous dérange parce qu'on ne peut pas aller à tel et tel endroit. Donc c'est vraiment la parole des enfants des différentes classes de cette école élémentaire qui nous a guidés dans notre compréhension du fonctionnement de la cour, mais aussi des dysfonctionnements de la cour. Par exemple, le fait que, ça c'est assez connu dans les cours d'école, mais par exemple, les garçons,
en général, ils occupent à peu près 80% de l'espace d'une cour d'école et les filles sont reléguées dans les 20% restants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter quand on fait un réaménagement de cours d'école. On peut, en fait, en repensant les aménagements, aussi veiller à ce que l'espace soit mieux partagé au niveau du genre des élèves et que l'ensemble des activités qui puissent y avoir lieu aient droit de cité, entre guillemets. Donc ce diagnostic à hauteur d'enfant, toutes les classes y ont participé. Et ça a permis de fonder une première étape de diagnostic qui a été partagée avec les acteurs, les adultes de la cour. Donc les adultes de la cour, donc, il y avait les enseignants, il y avait, je l'ai dit, le CLAE, il y avait les élus, il y a eu, ces éléments ont été présentés en comité de pilotage, et les échanges avec les élus, ils ont permis évidemment de venir conforter la vision des enfants. On ne s'est pas basé que sur la vision des enfants, bien entendu, mais ça a permis de faire une médiation entre ce que les enfants vivent et ce que les adultes observaient. Oui, puis surtout des interrogations un peu basiques. Vous dites à une ATSEM, on va supprimer le goudron et végétaliser. De suite, elle se dit, le nettoyage, voilà, qu'est-ce que moi je vais avoir le soir, les jours où il pleut, ça va être terrible. On va mettre les enfants en chaussons, des paillassons partout. Vous voyez, déjà, les premières questions qu'on se pose. Pareil, les parents, ils vont revenir sales, tout noir les jours où il y aura de la pluie. Vous voyez, c'est des choses comme ça sur lesquelles il faut écouter et puis trouver effectivement les solutions. Donc on est parti de ce diagnostic partagé avec toute la communauté éducative et après on est allé sur le projet de réaménagement. Et pareil, avec le projet de réaménagement, on a travaillé d'abord avec les enfants. Donc il y a 8 classes dans l'école, il y a 180 élèves, on ne l'a pas dit, il y a 180 élèves dans cette école élémentaire, 8 classes. Et avec toutes les classes du CP au CM2, on a fait des ateliers dans les classes pour l'atelier Ma cour rêvée. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans votre école? Alors on avait donné quelques règles, pas de distributeur de bonbons, parce que ça revient souvent. Mais pour autant, chaque classe par petit groupe avait un canevas comme ça dans lequel il était proposé de renseigner sa vision de la cour d'école idéale. Alors, dans beaucoup de représentations des enfants, on a vu apparaître des rivières ou des mares. On a vu apparaître des piscines aussi, de belles piscines, voire des piscines olympiques. Il y a des choses qui sont plus ou moins réalisables. Des espaces de jeu. Alors par exemple, là, ça c'est un dessin d'une classe de CE2. Ils avaient imaginé dans un coin de la cour un coin sculpture. Enfin, il apparaissait le besoin d'avoir des coins de sport, mais aussi des coins de calme. Sur cette image d'une classe de CM1, vous voyez 2 rivières, des ponts, une forêt vierge quasiment. Il ne restait plus beaucoup d'espace pour le sport là, sur cette vision-là. Et une autre classe de CM2, encore une rivière. Mais chaque petit groupe a donné sa propre vision différente. Et après, il y avait des invariants. Il y avait quand même des choses très... Enfin, on peut dire, vous voyez, les enfants y rêvent, etc. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que dans beaucoup de choses qu'ils disaient, il y avait des choses très sensées. Et qui ont vraiment permis de nourrir le projet. Et notamment, les enfants, ils font très bien la distinction entre la répartition de l'espace en se disant on veut des endroits où on veut jouer, mais on veut aussi des endroits où on puisse être au calme, où si on a envie, on peut s'isoler. Voilà. Ou au contraire, une vision que nous, on n'avait pas intuitée dès le départ, qui est une vision 3D. C'est-à-dire on veut avoir un endroit surélevé, un peu au-dessus de la cour, pour voir ce qui se passe. Vous voyez, c'est des notions. La cour, on la voit en plan, on ne la voit pas forcément en volume. Et donc c'était un travail vraiment hyper riche. Et puis les enfants, ils sont vraiment pris au jeu. Leurs enseignants étaient vraiment moteurs aussi, donc c'était très facilitant parce que les enseignants, ils avaient envie de construire ce projet avec les enfants. Pour l'anecdote, il y avait, je crois, dans l'une des classes, le fils du directeur des services techniques de la ville qui disait à ses copains « Ah mais non, là tu rêves, ça va coûter beaucoup trop cher ce truc-là ». Oui, pour l'anecdote aussi, il faut dire que la directrice de l'école, bon, elle n'est pas là, mais je peux le dire quand même, c'est pas quelqu'un de facile. Hein. C'est quelqu'un qui, alors on en a dans nos communes, mais elle comme on dit chez nous dans le sud, elle se frite facilement, à la fois soit avec les employés municipaux, soit avec les intervenants en dehors, voire avec ses collègues. Donc, ça a été presque un bonheur de l'avoir s'intégrer, jouer le jeu et être vraiment moteur. Oui, c'est ça. Elle était peut-être pas facile, ça je me rappelle plus, mais en tout cas, elle était vraiment motrice et ça c'est quand même un élément extrêmement important sur ces projets. Il faut que l'équipe
éducative soit motrice, parce que si la directrice de l'école, le directeur de l'école, il n'est pas moteur, honnêtement, c'est compliqué d'avancer. Et donc, il y a eu ces visions-là, et puis en fait, on a essayé d'identifier les invariants dans ce que proposaient les enfants. Donc ça, c'est un nuage de mots. Vous voyez, beaucoup de termes autour de la végétalisation, la volonté de voir apparaître des espaces de potager, des espaces fleuris, de jardins, de l'eau. Alors, c'est plus ou moins facile, mais voilà, rivières, étangs, mares, etc. Des espaces de jeu, trampolines, etc., des parcours. Ça montre quand même la volonté qu'il y avait de voir réapparaître la nature dans cette cour d'école. Et après, il fallait définir aussi les contraintes techniques, évidemment. Donc c'est là que, après les ateliers avec les enfants, il y a eu tout un travail d'écoute et de concertation aussi avec les adultes, avec les services techniques. Alors là, il y a eu plusieurs réunions. Le projet a été évoqué en conseil d'école. Il y a eu plusieurs réunions avec les services techniques, avec les ATSEM, on l'a dit, avec le CLAE, etc. Parce qu'il fallait que chacun nous dise quelles étaient ses inquiétudes, ses points de vigilance, etc. Autour de l'entretien. L'idée, voilà, aussi des services techniques, il ne faut pas que ça demande beaucoup plus de travail qu'avant, parce que c'est aussi une charge supplémentaire à un personnel constant. Voilà, c'était ça aussi la problématique, en dehors du coût de l'investissement. Il faut maintenir un accès pour les pompiers, il faut maintenir un espace de sport suffisant, mais on souhaite que le terrain de sport il soit plus en plein milieu de la cour, mais qu'il soit un peu décentré. Par contre, il faut pouvoir, pour le sport, faire courir les enfants, donc il faut un itinéraire qui soit quand même suffisamment praticable pour quand on veut faire de l'athlétisme, etc. Donc un certain nombre d'éléments d'intrants, d'invariants du projet qu'il fallait écouter, et vraiment, je le redis, de la part de tous les acteurs de la cour. Et donc ça a permis d'aboutir à des scénarios d'aménagement. D'abord identifier ensemble, partager les obligations, et après proposer plusieurs scénarios qui avaient été évoqués en comité de pilotage avec les acteurs, et avec également une paysagiste, parce que je ne l'ai pas dit, mais je vous parle beaucoup du travail de concertation, mais le travail opérationnel, le projet, il a aussi émergé parce qu'on a travaillé en étroite coordination avec une paysagiste conceptrice qui est venue traduire les idées, le projet qui est sorti de la concertation, en plan, en modalités concrètes et en disposition de maîtrise d'œuvre et en marché pour faire travailler les entreprises derrière. Donc au final, sur ces 4 piliers de la cour Oasis, finalement, les invariants qui sont sortis, c'était donc d'éviter les essences allergènes dans la végétalisation, de travailler à lutter contre les pollutions, notamment les pollutions sonores. Il y avait beaucoup de bruit dans certains espaces, donc dans le réaménagement du préau, essayer de trouver des choses qui rendraient l'espace auditif un peu plus agréable. Offrir une place à chacun, les filles, les garçons, les petits et les grands, les enfants handicapés, partager les espaces, faire vraiment de cette ville un support du vivre ensemble, en faire un support aussi de l'éducation à la citoyenneté, entretenir les lieux, profiter du fait que cette cour elle est plus variée qu'avant pour aussi inviter les enfants à aider à son entretien, faire varier les équipements en termes de jeux, en termes de poubelles aussi, en termes de protection contre la pluie ou contre les jeux un peu énergiques. Donc ça a vraiment permis de concrétiser complètement le projet. Et alors, ce projet-là, autour de la cour d'école, il n'est pas allé tout seul. Il y avait aussi une préoccupation de la ville de traiter les abords de la cour. L'idée, c'était que les parents n'aient pas l'idée que dans l'école, on avait privilégié juste la cour, et puis que dès qu'on arrive sur le trottoir, on change de monde, ça y est, c'est plus la même philosophie. Donc c'était leur dire, d'abord, on va commencer par faire un démonstrateur éventuellement pour pouvoir l'étendre à d'autres cours d'école, mais surtout c'est un démonstrateur pour tout le quartier, pour montrer comment on peut insérer une parcelle de nature en ville sans forcément tout bousculer et sans avoir besoin de créer des espaces supplémentaires. Et puis cette école, elle est dans un endroit où il y a juste à côté un lycée, où il y a donc un centre de loisirs, une école maternelle qui est toute proche. Les enfants vont déjeuner à la cantine, c'est pas dans les murs, donc à midi ils sortent de l'école, ils doivent cheminer dans la rue. Donc en fait il y a quand même vraiment un enjeu de sécurité routière et de faire en sorte que le cadre à l'extérieur de l'école il soit apaisé également et sécurisant pour les enfants. Donc on a fait aussi ce travail avec la ville de concertation autour du réaménagement des abords de l'école. Comment ça s'est passé ? Il y a eu, en termes de concertation, il y a eu
des questionnaires qui ont été distribués aux riverains, aux commerçants, des réunions publiques. Je ne me rappelle plus très bien la fréquence, mais il y a eu des dispositifs de réunions publiques. On a organisé avec un certain nombre de personnes ce qu'on appelle une balade sensible urbaine. Alors c'est un dispositif de diagnostic participatif en marchant. On est une dizaine, une quinzaine de personnes. On parcourt un itinéraire et on invite les gens à nous faire part de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient sur le terrain en termes d'aspect visuel, d'odeur, de sécurité routière, de sensations, esthétique, etc. Et ça permet encore une fois de partager un diagnostic sur l'état de la voirie, les enjeux de partage de la voirie et les points noirs éventuellement réaménagés. Voilà, et comme en face, on a une gare centrale de bus, ça nous a permis aussi d'appliquer ces principes au réaménagement des arrêts de bus. On a supprimé des places de stationnement, donc moins de voitures. On a reporté les endroits où les voitures viennent chercher les enfants. En créant des arrêts minutes devant l'école, en supprimant des places de stationnement pérennes pour dire on modifie les habitudes des gens, et surtout en incitant par des pistes fléchées. Elles ne sont pas des vraies pistes cyclables, mais c'est des itinéraires cyclables à venir à l'école. On avait déjà un certain nombre de parents qui venaient à l'école en vélo. Donc qui amenaient leurs enfants, alors soit avec des vélos cargo, soit les plus grands, ils avaient leur propre vélo. Donc on a créé des arceaux vélos pour qu'ils puissent attacher le vélo. Pour les enfants, un préau couvert à l'intérieur de la cour de l'école pour laisser leur vélo. Voilà, de façon à dire c'est un ensemble, c'est pas juste la cour, mais c'est aussi la façon de le vivre autour. Tout à fait. Et alors un petit mot du planning dans lequel s'est déroulé ce projet. Le début de nos échanges datait du début de l'année 2022. Le cœur du diagnostic s'est déroulé d'avril à l'été 2022. Après, il y a eu le travail autour de la concertation pour la définition du projet. Donc à la fin de l'année 2023, on avait avec la paysagiste à la fin de l'année 2022, avec la paysagiste un projet concret qui a été arbitré début 2023 par la ville, et les travaux. Donc, Voilà, et les travaux, comme tous les travaux dans les écoles, il faut les faire au juillet-août, voilà, pour pas gêner. Et donc l'idée, après, on n'a pas pu planter non plus tous les végétaux, puisqu'il y avait une partie un peu, on va dire, travaux publics. Et donc, après, ça s'est terminé au printemps. Mais là aussi, avec l'idée les enfants étaient très respectueux. On a juste mis des petites barrières avec des ficelles pour leur dire écoutez, là ça n'a pas poussé, c'est pas planté, on met juste des copeaux, vous n'y allez pas et puis vous attendez. Et comme ils avaient le projet derrière, ils ont tout à fait respecté ces espaces jusqu'à ce que les plantations. Ils ont même attendu que le gazon pousse. On leur a expliqué que si on marchait quand le gazon n'est pas poussé, après c'est fichu. Voilà. Peut-être qu'on regardera un petit peu le résultat, mais c'est vrai que là, à gauche sur la photo, par exemple, il y a une noue d'infiltration, donc forcément quand il pleut, c'est plein d'eau. Les enfants, d'eux-mêmes, ils savent qu'on n'y va pas et qu'il y a un petit pont, mais qu'on peut jouer quand il n'y a pas d'eau, quoi. Voilà, ou quand l'eau, il en reste 2 centimètres. Et on n'a aucun problème de propreté dans l'école. Oui, alors les enfants, du coup, alors ce qu'on peut dire, c'est une super réalisation. Les enfants, ils ont énormément apprécié d'avoir cette cour. L'inauguration a eu lieu en avril 2024 et la ville avait souhaité convier les enfants qui étaient en CM2 au moment de la conception du projet, qui étaient passés au collège pour qu'ils puissent aussi profiter du travail auquel ils avaient contribué. Et les enfants mettent la main à la pâte pour balayer les copeaux de bois, les remettre dans les espaces, etc. Et ça a quand même vraiment été aussi le support d'un projet éducatif pour les enfants avec l'équipe enseignante, parce que c'est vraiment des projets très fédérateurs, et donc derrière c'est un support d'éducation au développement durable qui est quand même très puissant, très concret pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, et plus largement pour les riverains, etc. Vous me disiez, monsieur le maire, que le préau sert de bureau de vote, c'est ça, pour les élections ?
Voilà, tout à fait. La pièce qui est la partie droite du préau sert pour faire enfin voilà, le bureau de vote. Elle sert pour les études, mais voilà. Et donc ça permet aux adultes de traverser la cour, de voir un petit peu le résultat et de partager ça. Sur la photo contre le mur, au fond, vous voyez, il y a une estrade. Voilà, les enfants, ils avaient souhaité avoir cet espace un peu surélevé. Ils ont même créé un endroit sous le préau qu'ils ont identifié eux-mêmes en disant si un enfant se sent entre guillemets malheureux tout seul, il va là et les autres ont pour consigne d'aller lui parler pour lui demander ce qui ne va pas et de ne pas le laisser tout seul dans la cour. Voilà, donc c'est un code entre eux. Il n'y a pas besoin de faire une croix sur le sol. Ils ont inventé ça tout seul et ça fonctionne. Donc voilà, au total, ça fonctionne bien. Il y a une vraie satisfaction autour du projet. Alors pour info, on a fait une petite vidéo, le CERMA a produit une petite vidéo autour de ce projet avec l'interview de Monsieur le maire, donc vous la retrouverez sur YouTube, sur la chaîne YouTube du CERMA, École Jacques Chapou, FIJAC, vous la trouverez facilement. Je vous invite à la regarder, elle est vraiment sympa pour illustrer la démarche. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire simplement combien ça a coûté à la ville et les subventions dont vous aviez pu bénéficier au niveau de la ville pour conduire le projet? Alors, j'ai plus la liste devant moi, mais on va dire que c'est de l'ordre, je crois, de 300 000 euros de tête, voilà, et sur lequel on a quand même eu plus de 60% de subventions, puisqu'on a bénéficié à la fois du fonds vert, de l'aide de l'agence de l'eau, puisqu'on désimperméabilise, voilà, de l'aide de la région, du département. Voilà, donc en fait, ça reste par rapport aux résultats accessible, si vous voulez, pour une commune de 10 000 habitants. Alors, on ne peut pas faire toutes les cours simultanément, mais par rapport aux résultats, parce que l'idée, c'est que ça devienne, même si c'est réservé aux enfants, un petit peu comme un jardin public. Voilà, c'est vraiment devenu un espace public. Ce n'est pas une cour d'école, c'est devenu un endroit. Et comme on le disait tout à l'heure, où les adultes peuvent venir. Et d'ailleurs, on ne voit pas sur la photo, mais il y a des grilles, il n'y a pas de mur. Donc les adultes qui passent dans la rue voient à travers les grilles le résultat. Et donc ça, c'est très positif pour tout le monde. Et du coup, ça a débouché sur des discussions avec la région, puisque on va leur demander qu'ils nous cèdent un petit peu de leur terrain pour élargir le trottoir. Du terrain du lycée, c'est ça? Du terrain du lycée, voilà, pour élargir le trottoir aussi, pour pouvoir, puisqu'il y a une autre gare routière derrière, pour que les enfants se cheminent en sécurité aussi. Alors je précise, voilà, les 300 000 euros que vous citiez, ce n'est pas le budget d'intervention du CERMA, hein, c'était le budget global. L'accompagnement du CERMA, c'était autour de 35 000 euros. L'accompagnement méthodologique du CERMA, c'était autour de 35 000 euros ce projet, ce qui n'est pas rien du tout, mais voilà, on pense que ça a effectivement permis d'aboutir à un beau projet partagé. Alors simplement, quelques enseignements génériques. Il y a énormément de communes qui s'interrogent sur le réaménagement de leurs cours d'école. Rien qu'en Occitanie, il y a plus de 6 000 écoles. Je n'ai pas le chiffre en tête à l'échelle nationale, mais évidemment, il y a un énorme besoin. Et en plus, c'est des projets, on l'a dit, qui sont quand même, en termes de durée, relativement courts. 2 ans, là, entre le début du projet et sa livraison complète. Ça ne coûte pas rien, mais c'est quand même des projets abordables à l'échelle d'une municipalité. Il peut y avoir des subventions. Donc, c'est des projets qui sont gérables sur un mandat, etc. Et c'est de très beaux projets démonstrateurs pour initier une démarche de transformation écologique des espaces urbains. Nous, les messages côté CERMA qu'on souhaite faire passer, c'est vraiment qu'il faut associer les acteurs à toutes les échelles, des enfants aux adultes, pour vraiment avoir des projets partagés et anticiper bien la question du vivre ensemble, prendre en compte la diversité des acteurs qui sont amenés à intervenir sur cette cour au cours d'une journée type, et qu'il faut aussi considérer la cour dans son environnement urbain. La cour, il faut traiter la cour et ses usagers, les abords de l'école, on l'a vu, le bâtiment, si l'on peut, si on aborde ça également avec une rénovation énergétique et une adaptation au confort d'été du bâtiment, c'est une offre intégrée que le CERMA propose qui est vraiment intéressante. Mais en tout cas, il faut vraiment considérer que la cour d'école, c'est, je le disais, un démonstrateur de ce qui peut être fait ailleurs. Et donc, quand on traite la cour à une échelle un peu plus large, et on a un levier fort de transformation pour la ville. Et un dernier mot pour vous dire que
Le CEREMA intervient sur quelques projets de cours d'école, mais ça reste assez ponctuel par rapport au nombre. Nous, notre vocation, c'est surtout de faire du retour d'expérience. On fait quelques projets comme ça. On publie des fiches ressources. Alors, on a publié un gros document qui s'appelle École de demain, qui traite de ces rénovations globales, du bâtiment, des cours d'école, des abords, etc. Mais on fait aussi des fiches ressources beaucoup plus courtes, des fiches retour d'expérience. Il y en a 4 qui sont sorties aujourd'hui. Vous les avez ici, vous pourrez les prendre à la fin de la présentation. Petit document court qui donne des inspirations. Et on a notre communauté numérique Expertise Territoire. Donc ça, c'est une plateforme libre qui est opérée par le CEREMA avec une communauté numérique École de demain sur lequel il y a toute personne intéressée par le sujet qui peut s'inscrire, bénéficier de ressources, poser des questions, avoir des personnes qui lui répondent, etc. Il y a régulièrement des webinaires qui sont organisés en ligne, etc. Donc, Expertise Territoire, il faut simplement s'y créer un compte, c'est gratuit, et après, on peut s'inscrire à cette communauté École de demain. Voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Alors moi je précise, s'il y en a qui veulent avoir le PowerPoint, bien évidemment, soit en contactant le CEREMA, soit la ville de Figeac, on vous le fera passer gracieusement, il n'y a aucun souci. Le but c'est que tout le monde en profite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des besoins de précision ? Oui, bonjour. Est-ce que vous avez un retour par les enseignants de l'utilisation de la cour par les enfants ? Oui, tout à fait. Ils trouvent que les enfants, après la récréation, sont beaucoup moins agités qu'ils n'étaient avant. Voilà, c'est-à-dire que cette cour, toute goudronnée, elle était génératrice de stress. Et je vous dis surtout quand il faisait très chaud, ils se groupaient tous sous le préau. Alors vous vous doutez, 180 enfants groupés, le niveau sonore, etc. Alors que là, ils trouvent des îlots de fraîcheur, même en plein soleil. Ils vont se mettre sur un coin où il y a de la pelouse, ils vont se trouver quand même moins à la chaleur, ils vont se mettre contre le mur sur l'estrade. Voilà, ils se répartissent beaucoup mieux. Et donc pour les enseignants, et je vous dis, il n'y a pas les problèmes de saleté, de choses qui étaient intuitées. En fait, les enfants, ils ne cherchent pas forcément à marcher dans la boue ou dans l'eau. Oui, bonjour. Je voudrais avoir un retour sur le vieillissement des pelouses. Bon, vous n'avez pas beaucoup de recul. Vous n'avez pas beaucoup de recul, mais nous avons une réflexion justement sur la végétalisation des cours et on se pose la question par rapport à la pelouse. Alors, on a expliqué aux enfants, ça fait partie du dialogue, qu'une pelouse c'est quelque chose de vivant et que donc il y a des moments on peut marcher, des moments on ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis un petit système de ficelles, de cordes avec des petits piquets. Et quand il pleut trop, par exemple, que c'est complètement détrempé qui vont s'enfoncer dedans, on met la ficelle et ils comprennent qu'il n'y a pas besoin de leur dire c'est interdit, qu'on ne passe pas de l'autre côté. Et dès qu'on peut remarcher sur la pelouse, on ressort la ficelle et voilà. Et d'ailleurs, ils le demandent eux-mêmes. Ils disent à leurs enseignants, mais est-ce qu'on ne remet pas la ficelle parce que là, on a vu que c'est mou. Voilà. Et après, ils ont des espaces. Alors, il n'y a pas que de la pelouse, il y a des copeaux de bois aussi. Parce que l'avantage du copeau de bois, c'est que par contre, quand il a plu, on peut, il y a une bonne épaisseur, marcher dessus. Donc, ils peuvent, on va dire, avoir cette sensation de marcher sur le mou sans forcément que ça soit de la pelouse. Mais je vous dis, pour la noue, c'est tout à fait. Ils regardent même s'il y a de l'eau au fond ou s'il n'y en a pas. Il y a une espèce de tuyau où ils jouent dedans. Et quand c'est mouillé, ils ne cherchent pas forcément à se salir. Voilà. Et d'après notre expérience, les espaces en herbé, ils fonctionnent, ils sont pérennes si la cour est quand même assez grande et que du coup on peut avoir des espaces vraiment en herbe et d'autres espaces avec des copeaux de bois. Mais si par contre on veut végétaliser tous les espaces désimperméabilisés, là il y a quand même un risque qu'effectivement ça soit pas très durable et qu'on se retrouve avec des espaces en terre assez vite, quoi. Il faut quand même que l'espace enherbé ne soit pas pratiqué tout le temps, comme vous le disiez. Voilà, et puis il est un peu dans les coins, si vous voulez. Hein. L'herbe, il y en a plus dans les coins qu'au centre. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup et puis bravo, hein, franchement, super projet. Moi j'ai une question, vous avez parlé du budget d'investissement, mais c'est quoi ensuite le budget de fonctionnement annuel? Et notamment, s'il y a des copeaux de bois, quelle est la fréquence de renouvellement, sachant que je parle d'un budget en gros par mètre carré déminéralisé, quoi. Alors là, je vais vous poser une question colle, mais je vais vous dire aujourd'hui, on a tous dans nos communes les problèmes d'élimination des copeaux de bois, parce que dès qu'on taille quelque chose, on broie. Donc on a des montagnes sur des plateformes de copeaux et on cherche plutôt des endroits où on peut remettre les copeaux pour pas avoir à s'en débarrasser par le biais du syndicat des ordures ménagères. Donc ça pose pas plus de problèmes que ça si on le regarde, nous, par rapport à ce que ça nous coûtait. Alors les végétaux, ils sont en train de pousser, y compris les arbres, donc c'est plus facile, mais qu'on avait pour ramasser les feuilles, qu'on avait pour élaguer très sévèrement ces arbres pour éviter ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux résines, etc. et au pollen, ça ne nous coûte pas plus cher. Voilà, hein, en sachant que la surface à balayer, elle a été aussi très réduite. Hein, puisque on ne balaye pas là où il y a l'herbe et les copeaux, et que l'herbe elle pousse quand même lentement, enfin cette année un petit peu plus, mais donc ça ne demande pas beaucoup d'heures de tonte, donc je dirais que c'est équivalent, toutes choses étant égales par ailleurs, en prenant la globalité, que ça soit végétalisé ou pas. Mais ça, c'était aussi une inquiétude des services techniques là-dessus. Après, vous dire combien ça coûte au mètre carré, ça je suis honnêtement pas capable, mais par rapport au prix de fleurissement d'un rond-point, où moi je sais que ça peut être 1000 ou 1500 euros du mètre carré, ça n'a rien à voir. Hein, voilà. La ville de Toulouse, qui a conduit beaucoup de projets de cours oasis, enfin plusieurs dizaines, ils nous disaient, ils ont pas, en général ils mettent plutôt des copeaux de bois que des espaces enherbés, et ils nous disaient qu'ils réalimentaient une fois par an. Et vraiment, voilà, avec la gestion des espaces verts, ça semblait vraiment pas être un problème de coût pour eux non plus, quoi. Alors qu'il y a quand même de la quantité, mais c'est plutôt simple à gérer comme matériau, apparemment. Une dernière question ? Oui, pour poursuivre sur la question des budgets, vous avez parlé du budget travaux et de la rémunération du CEREMA. Est-ce que vous avez une idée du budget pour la paysagiste qui a travaillé avec vous? Je suis désolé, je l'ai pas en tête, je l'ai plus en tête là. C'était moins que le budget que j'ai évoqué pour le CEREMA, mais du coup, est-ce que c'était 15-20 000 euros? J'ai cet ordre de grandeur en tête, mais je pas sûr à 100%. Alors, il faut préciser dans le budget, dans ce qu'on a payé au CEREMA, il y avait la préétude qui était 10 000 euros. Voilà, qui était quand la définition du projet, et après ça a été donc l'avant-projet sommaire, si vous voulez, voilà. Et puis après les 25 000 euros, c'était la conduite du projet. Et la paysagiste, oui, de cet ordre-là, elle a dû prendre, je sais plus, une dizaine de pourcents des travaux, a priori, même quelque pas, chose de cet ordre-là. Oui, même pas, voilà. Toute dernière, parce que je crois qu'après il faut libérer le. Merci, oui. Donc là, vous avez parlé du projet en lui-même. Moi, je parle de la désimperméabilisation de la cour d'école. Ça, je pense que ce n'était pas compris dans le chiffre que vous nous donnez. Si, c'était compris. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, vous savez, il n'y a pas des grosses fondations dans les cours d'école, c'est pas comme les routes. Hein, donc, si on creuse sur 30 ou 40 cm, on retrouve le sol naturel. Hein, donc, le décapage, l'enlèvement de la couche de bitume est quand même assez facile à faire, et je crois que ce qui a coûté le plus cher en termes de matériaux, c'est le revêtement du City Stade là, qui a un revêtement un petit peu souple, technique. On voulait quelque chose j'ai plus les chiffres au mètre carré, mais antidérapant, voilà. Mais après, les ordres de grandeur des coûts de réaménagement des cours d'école peuvent être quand même très variables. On peut essayer, vous aviez fait le choix d'avoir un City Stade avec un revêtement particulier.
il aurait aussi été possible de conserver le revêtement ancien, de ne pas le retravailler. Donc, on a des exemples, nous, de cours d'école qui sont retravaillés de façon un peu artisanale dans des tout petits villages ruraux pour 20 000 euros. Alors, en demandant aux parents de mettre la main à la pâte aussi, mais c'est vraiment pas la généralité. Mais on peut faire du low-tech aussi avec des résultats qui sont quand même intéressants, quoi. Donc voilà, il y a des projets qui coûtent très cher, mais c'est pas obligatoirement très cher quand même comme projet en termes ni d'ingénierie ni de matériaux. Merci beaucoup pour votre attention à toutes et à tous. Merci.